de la lecture. Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Eh bien, toute l'équipe d'Expression Livre a la joie et l'honneur de recevoir sur son plateau Mohamed Cherif Zerguine. Bonsoir Mohamed Cherif Zerguine. Bonsoir Monsieur Youssef Sabir. Mais nous allons parler de votre ouvrage. Ce n'est pas le premier. Voilà. Vous nous signalerez d'ailleurs lors de l'émission vos précédents ouvrages. Celui-ci est le dernier. Le titre Cendre de larmes, un titre bien dur. Hein. Nous allons voir le pourquoi de ce titre, du choix de ce titre, et c'est paru aux éditions Célie. Alors, c'est un ouvrage qui est entre, je dirais, difficile à définir, parce qu'il est entre la biographie, puisque vous y narrez votre vie, et puis je dirais qu'il y a une autre partie, qui est un essai, un commentaire, vos pensées, votre combat aussi, à travers des associations, à travers des essais, à travers une écriture, à travers le fait que vous ayez participé à de nombreuses conférences sur l'épineuse question de les enfants nés sous X et l'adoption, et l'idée, qu'est-ce que l'adoption, et l'idée également, est-ce que les enfants nés sous X ont-ils le droit ou non d'aller à la recherche de leurs parents biologiques, c'est-à-dire d'avoir accès au dossier de leurs parents biologiques, si tant est bien évidemment qu'il existe au niveau administratif. Alors nous allons commencer par la première partie, qui est évidemment votre vie. J'ai beaucoup apprécié la préface, parce qu'elle est signée par... Abdallah Boukhelkhal, oui, le recteur des sciences de l'université Emir Abdelkader des sciences islamiques. Oui. De Constantine. De Constantine, et lorsqu'on m'a demandé pour quelle raison ce choix, en fait, je me suis... Vous savez, je dis dans un passage d'une de mes conférences, mon apaisement remonte au jour béni où j'ai rencontré l'essentiel dans la religion de ma mère. Tout à fait. Je pense que tout est dit, et sans vouloir donner une connotation... politique ou autre, hein, bon, il n'est pas du tout dans voilà, à cette démarche humaine, hein, tout à fait. je dirais, cette contribution, j'ai fait ce choix. D'ailleurs, moi, ce qui m'a semblé dans votre ouvrage, parce que c'est très intéressant que ce soit préfacé par ce grand théologien, qui est le professeur Boukhelkhal, de l'université de Constantine, parce que il reprend un petit peu l'idée que je retrouve à travers tout votre ouvrage, que ce soit dans la partie biographique, que la partie de vos idées, votre militantisme. C'est avant tout le droit de l'enfant. Ça, pour moi, c'est ce qui est ressorti pratiquement le plus important. Après, une fois qu'on a défini le droit de l'enfant tel qu'il a été décidé par les plus grandes institutions internationales, il y a la journée de l'enfance, qui est également commémorée en Algérie, l'UNESCO, l'UNICEF, etc. Et vous dites, à partir de ce moment-là, hein, une fois qu'on a reconnu ce droit, et qu'il est dans la Constitution, et qu'il est dans notre Constitution, il ne faut pas l'oublier, hein, on peut commencer à aborder des questions qui ont trait à ce droit à l'enfance, en dehors du droit à ce qu'un enfant doit être respecté, bien éduqué, avoir toutes les possibilités de s'épanouir. Mais comment est-ce que tous les enfants sont-ils égaux devant cette possibilité d'épanouissement? Alors malheureusement non, dans ma spontanéité, hein, malheureusement non, et surtout de ce côté-ci. Hein. Quand je dis ce côté-ci, je ne vise pas l'Algérie, c'est le monde arabo-musulman. Et pourquoi le religieux? Parce qu'à une certaine époque de mon existence, je n'avais que le Créateur pour m'apaiser. Et en plus, j'étais en France, donc c'est vraiment... Ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça a été ça. À un moment de mon vie, j'ai rencontré l'essentiel et je me suis dit, tout le monde peut être contre moi, le divin est avec moi, il a exhorté ma naissance. Et à partir de cela, j'ai le droit de vie. Et c'est parti comme ça, en fait. Et je n'ai rien inventé, hein, je n'ai absolument rien inventé. C'est une réflexion entre moi et moi. Ouais. Et quand je suis revenu donc en Algérie,
j'ai rencontré l'énorme bêtise humaine qui est due, alors ça va faire sourire beaucoup de monde parce que j'ai eu à débattre de cette question, ben je dirais tout simplement après 4 longues années de recherche approfondie, j'avais le Hadith Bukhari, Muslim, le Coran, mon investissement chez M. Boukhelkhel au laboratoire de Sharia Islamia à Constantine, Zitouna en Tunisie aussi, j'ai eu la chance de travailler un peu avec des gens là-bas. C'est tout simplement l'énorme ignorance et l'énorme héritage des différentes civilisations passées par là, qui ne sont ni propres à l'islam, en tant que tel, et il y a une... Vous dites que c'est beaucoup plus, d'ailleurs il y a un moment dans votre ouvrage, hein, où vous parlez de ces enfants nés dits de parents inconnus, vous reprenez sur le plan historique, vous allez même très loin, vous dites dramatiquement, pendant des siècles, ces enfants ont été... même des boucliers humains à un moment donné, sûr, oui. Hein, sous Rome, je crois. Oui. Ils ont été des semi-esclaves chez les Grecs, ils ont été chez les Mésopotamiens, franchement, un peu plus si on ne les jetait pas au feu. Et puis, quand il y a eu la révélation de l'islam, eh bien, effectivement, là, terminé, on a dit non. Grâce au messager, qui dit non, attention, ce sont des enfants de Dieu, donc ce sont des enfants de l'islam, donc il n'y a pas à discuter là-dessus. Hein. Maintenant, après, on peut voir au niveau des exégètes ce qu'ils ont pu dire sur le plan juridique, etc. Mais là, ça nous emmènerait trop loin. Mais l'idée essentielle est bien celle-là. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et je m'incline, moi, je m'incline devant la religion de ma mère, comme je disais tout à l'heure, parce que bon, elle me donne beaucoup de droits, en finalité. L'homme ne me donne pas tous ses droits. Voilà. Et de là est partie la démarche je ne sais pas si je peux employer le terme de combattant, parce qu'au début, j'étais tout seul. Et c'était une espèce de revanche sur la vie. À un moment, je me suis dit, bon, bah écoute, tu es dans une bonne moyenne, il y a mieux, il y a moins mieux, et j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de coucher, ne serait-ce que sur papier, mon ressenti et mes visions. Je ne suis pas dans un élan de critique négative, j'essaye d'apporter ce... Non, je trouve ça très apaisant, hein, ce que vous écrivez. Et ça a été une énorme thérapie pour moi. Je voulais... Il n'y a aucune... ce n'est pas un texte de quelqu'un qui est aigri ou revanchard, pas du tout. Au contraire, vous dites, bon, ben, j'ai eu à subir cette situation, on va voir ce qu'a été votre vie, qui n'a pas toujours été facile. Alors, vous êtes né en 63, en novembre 63, très exactement. Alors déjà, il y a confusion, parce que vous pensiez que vous étiez né dans une sorte de maternité de sœurs chrétiennes, hein, alors que pas du tout, vous êtes né dans une clinique ou un hôpital civil de Constantine, oui. Et vous allez jusqu'à rechercher les papiers, effectivement, né sous X, mais on marque d'une jeune dame qui paraît avoir une vingtaine d'années, alors que vous allez vous rendre compte qu'elle était beaucoup plus jeune que ça. Et puis, très important, parce que ça c'est un document qui date de 63, de religion musulmane. Tout à fait. Alors ça, c'est important, bon, parce que vous dites, bon, je suis sûr au moins d'une chose. Hein. Je ne sais pas qui est mon père, je ne sais pas qui est ma mère, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que mes racines sont de religion musulmane. Mon appartenance. Mon appartenance finale, c'est celle-là. Et ce document, vous savez, est venu non seulement m'éclairer sur cette appartenance à laquelle je tenais énormément, mais en plus est venu m'interpeller sur le début de mon histoire. C'est qu'à travers ces 3 documents que vous avez vus et lus, on constate aisément que mon histoire a été tronquée les premiers jours au lendemain de ma naissance. Dès le départ, dans ce document,
alors qu'on a dit abandonné. Oui. Et puis dans le document, d'ailleurs vous Le 7 l'entourez là, décembre 63. trouvé. Le 7 décembre 1963, je me retrouve avec un statut d'orphelin trouvé. Trouvé, alors que c'était faux. C'était totalement faux. Alors trouvé, ça voulait dire Voilà. que tout d'un coup, votre mère n'avait pas accouché ni là ni là, absolument. mais tout d'un coup avait accouché ailleurs. Et puis comme à l'ancien temps de Saint-Vincent-de-Paul, on déposait les enfants devant le parvis de l'église. Le fameux tour. Et voilà, vous en parlez très bien, le tour qui était des fûts, des tonneaux où on mettait les enfants qu'on voulait abandonner. Alors vous dites, attendez, alors j'ai été abandonné ou j'ai été trouvé Voilà. Bon, c'est pas possible que je fusse trouvé, puisque si j'avais été trouvé, il n'y aurait pas eu de papier administratif. C'était clair. On n'aurait pas marqué d'une mère qui a abandonné son enfant et qui paraît avoir l'âge d'une vingtaine d'années. Tout à fait. Et qui est de religion musulmane. Tout à fait. Et de là, tout est parti, en fait. Hein. Bon, la première chose qui s'est installée avec une incommensurable... Un incommensurable trouble, j'allais dire, sans trop pleurnicher sur mon sort, parce que, alhamdoulilah... Non, vous ne pleurnichez pas du tout sur votre sort, là, je peux vous le dire. C'est ce questionnement qui est venu avec son poids, qui est pourquoi cette tronquerie, j'allais dire, pourquoi a-t-on, à quelques jours de ma naissance, et puis bon, par la suite, j'ai découvert, je vais le dire, hein, parce que je l'ai dit ailleurs, je vais découvrir que le personnage, enfin le géniteur, que je n'aime pas trop dire père, pardon. Mon père est celui qui existe toujours, celui qui m'a tout donné, qui m'a donné l'amour que je véhicule aujourd'hui à travers mes enfants et mes petits-enfants. Et il était puissant à l'époque. Pour pouvoir tronquer une histoire comme ça, il était très puissant à l'époque. Et ça s'est arrêté là. C'est revenu beaucoup plus tard et je vous laisse... Oui, alors après, là, c'est... parce que votre vie est assez rocambolesque, il faut le dire. Hein. Bon. Alors, Constantine, donc, né sous X, donc ce qu'on appelle, on va y revenir, sur cette notion né sous X. Hein. Et puis... Vous avez eu quelque part de la chance. Parce qu'au départ, après quelques mois dans une pouponnière, enfin, d'orphelinat, hein, on vous trouve une famille d'accueil. Et là, c'est une famille merveilleuse. Oui. Vraiment. Extraordinaire, que je décris étant un don du ciel. Ouais. Un don du ciel, avec le recul de 52 ans aujourd'hui, un énorme don du ciel. Avec... En tant que militant aujourd'hui, un énorme don du ciel. J'ai rencontré dernièrement, lors du salon, le salon du livre, dernier salon du livre, Smaïn, qui a le début de son existence, j'allais dire identique au mien, parce qu'on a été dans la même pouponnière, c'est les mêmes sœurs qui se sont occupées de nous, à 2 années près, je crois. Et il me disait, je n'aime pas trop le mot abandonné. Toi et moi, on a été accueillis par la vie. Ouais, ça, et j'ai adhéré. Oui, vous avez eu une chance. On a eu une chance énorme. Alors, surtout, des grands-parents merveilleux. Oui. Hein, un grand-père d'une rare bonté, qui va être pour vous votre mentor, votre vrai père. En très peu de temps, en fait, hein, comme je le décris. En très peu de temps, il m'a inondé d'amour et d'affection. Et d'ailleurs, l'idée de partir en France à l'âge de 6 ans m'avait traumatisé. Je ne voulais pas le quitter, ce monsieur. Alors, c'est ça. Vous êtes abandonné à 4 jours, 3 mois pouponnière, une famille adoptive adorable. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'on vous donne, sur l'état civil, on vous donne un prénom. Mohamed Cherif. Oui. Hein, Zerguin. Et puis, vous retrouvez que dans votre famille, on ne vous appelle pas comme ça. Non. On vous appelle Nourdin. Tout à fait. Non. Et c'est en fin de compte, quand vous allez entrer à l'école primaire, que, bien sûr, puisque pour entrer à l'école primaire, on est bien obligé de présenter des papiers administratifs pour inscrire son enfant à l'école, vous vous rendez compte que votre maître d'école ou votre maîtresse d'école vous appelle Mohamed Cherif. Et oui, puis j'avais pas répondu. Ben oui, mais c'était pas vous. C'était pas moi. D'ailleurs, ça a fait le sujet d'un petit court-métrage que j'ai produit et réalisé en 2009
pour justement, de cette minute, pour justement interpeller les gens qui adoptent. Et je plaide toujours pour dire la vérité à l'enfant avant l'adolescence et le faire grandir avec sa vérité pour qu'il devienne beaucoup plus fort. Et lui éviter ce choc, ce choc émotionnel et psychologique à n'importe quel moment de son existence, surtout la période de l'adolescence. On connaît les crises et ça peut vraiment le faire tomber dans les abîmes que Donald Winnicott a démontré, que Chilton Pierce a démontré, que Nancy Newton-Verrier a démontré. Alors, vous faites référence, et à la fin, il y a une bibliographie de grands pédiatres, psychologues, pédagogues, psychologues, etc., qui ont écrit, notamment des Américains, etc., sur justement cette difficile question qu'est l'adoption. Comment doit-on dire la vérité? Non, absolument. Oui, pourquoi? La relation de l'enfant avec sa véritable mère biologique. Il y a un passage absolument merveilleux que vous citez d'une grande psychopédagogue qui dit, mais ça on le retrouve aussi chez Françoise Dolto, par exemple, qui a écrit des livres absolument fascinants sur l'enfant. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte, Mohamed Selguit, qu'à un moment donné, dans votre écriture, vous écriviez double? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vous le narrateur, alors on ne sait plus si c'est Nourdine ou Mohamed Cherif, et puis à d'autres moments, vous vous dédoublez et vous dites... Alors, il est parti vers, etc., et tout ça. Et là, je me suis dit, à un moment donné, bon, c'est cette dualité, cette ambiguïté, je dirais, de Mohamed Cherif et de Nourdine se retrouve. Alors, en est-il conscient dans son écriture? Pour vous avouer la chose, en fait, vous savez, un enfant, quand on lui inculque beaucoup de mensonges autour de lui, à un âge où il doit jouer et ne pas se soucier des problèmes des autres, des adultes, des grands comme on dit. Il finit par devenir hyper vigilant. Et dans cette hyper-vigilance, et je suis très content que vous m'emmeniez sur ce terrain, c'est que moi, je ne me suis pas autoproclamé écrivain. J'ai pris ma plume parce que j'adore écrire depuis tout petit et j'ai écrit pour militer sur ce terrain qui me tient à cœur, et vous le savez. Et à un moment, en fait, quand je me suis donné le droit d'être un peu en colère, parce que comme vous l'avez décrit, depuis l'aube de l'humanité, on est malmené, et là je parle pour l'ensemble de l'enfance abandonnée, c'est universel. Malheureusement, et là, je prends des pincettes et je dis il, c'est pas moi, c'est lui qui est parti faire ça, c'est pas moi, j'ai rien fait, on m'a fait, sans pleurnicher, mais lui il est parti, il s'est énervé, il s'est mis en colère et il défonce des portes et il vous dit les 4 vérités, à vous d'assumer, voilà. Oui, parce que à un moment donné, ça paraît excessivement étrange. Mais en même temps, ce que j'aime bien, c'est que, ça c'est dans votre style d'écriture, c'est que l'un sauvegarde l'autre. Ben oui. C'est comme si l'un était gardien de l'autre et vice-versa. Vous parliez tout à l'heure de vigilance, c'est un petit peu ça. Tout à fait. Quand c'est Nourdine, il y a l'ange gardien Mohamed Cherif qui est là, et quand c'est Mohamed Cherif, il y a l'ange gardien Nourdine qui est derrière. Ben oui, vous finissez par fusionner avec ce dédoublement de personnalité que les psychologues et les pédopsychiatres évoquent si bien. Mettez-vous à la place de ce gosse de 6 ans qui découvre une vérité cruelle, j'allais dire. Et à la maison, sa mère de substitution n'ose pas lui faire plus de mal que ça et préserve ce lien utopique, j'allais dire. Pour elle, je suis son fils. Elle a 80 ans aujourd'hui, je suis toujours son fils. C'est Nourdine. Si vous lui dites Mohamed Cherif, elle ne vous parle plus. Elle ne voit pas du tout qui c'est. Vas-y, elle sait très bien. Enfin, voilà. Elle, c'est Nourdine. Voilà. C'est son bébé. Voilà. Et vous êtes tout seul dans ce monde de grands qui vous raconte plein de bêtises, aucune vérité, entre
un prénom donc, que vous avez évoqué tout à l'heure, Mohamed Cherif, que je découvre à l'âge de 6 ans, et Nordine, avec lequel on m'a bercé, et il fallait composer avec les deux. Parce qu'au départ, moi, j'avais peur de ce nom. Vous voulez que je vous raconte une histoire? J'avais peur de cette Vous voulez que je identité. vous raconte une histoire assez Allez-y. bizarroïde? J'ai un excellent ami à moi qui est médecin de religion juive à Paris. Vraiment un très 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 vieil ami, qui a décidé avec sa femme d'adopter un enfant, un petit Brésilien. Donc ils sont allés au Brésil pour aller chercher un enfant qui était un enfant abandonné. Et puis ils l'ont ramené en France, bon, ils ont eu tous les papiers d'adoption, etc. Et cet enfant s'appelait, prénom brésilien, ce que vous voudrez, Ronaldo, ce qu'on veut, etc. Mais lui, avec la pression familiale, etc., et tout ça, il voulait complètement le couper de truc. Il décide de l'appeler Jonathan. Et, mais comme sa femme, excusez-moi d'être un peu long, mais vous allez voir que c'est intéressant comme histoire, parce qu'elle est assez folle. Sa femme n'est pas juive, mais vous savez que le fait d'être juif vient par la mère et non pas par le père. Et comme c'est quelqu'un de pas très croyant, il me dit j'étais obligé d'aller trouver le rabbin le plus corrompu de Paris afin qu'il fasse la circoncision et qu'on dise que Jonathan était juif et qu'on l'appelait Jonathan. Alors je dis mais mon ami Gérard, mais comment ça va se passer quand Jonathan va être grand? Il faudra bien qu'un jour ou l'autre tu lui expliques qu'il est d'origine brésilienne. Et il me dit tais-toi, je sais même pas comment m'en sortir, je sais pas pourquoi je me suis embourbé dans cette histoire alors que j'aurais dû lui laisser son vrai prénom et lui expliquer qu'il n'était pas juif et qu'il était brésilien. Et il me dit maintenant je sais plus quoi faire, je suis coincé comme un rat parce que je sais plus comment lui dire alors que maintenant quand il avait élevé, aujourd'hui son fils a 18 ans. Donc il se pose des questions. Ben oui. Bien évidemment. Alors, vous voyez l'histoire. Alors que c'est quelqu'un, cet ami, qui est médecin, très ouvert, etc., pas du tout hyper religieux, juif d'origine, c'est tout, etc. Et tout d'un coup, comment il s'est retrouvé dans cette situation? Alors, c'est fou cette histoire. Comme quoi, tout d'un coup, est-ce que c'est pas le fait de la société qui, tout d'un coup, dit, oblige ses parents à dire non, c'est pas un enfant abandonné qu'on a adopté, c'est le nôtre, Oui, il s'appelle Nordine, il s'appelle pas Mohamed Cherif. C'est le poids du tabou, c'est le poids du tabou sur tabou, j'allais dire. Et là, vous me ramenez à une anecdote qui s'est déroulée il n'y a pas très très longtemps, il y a 5-6 ans. J'étais sur les hauteurs de Sogaras, et toujours à la quête de mes origines. Vous y alliez. Et je reçois un coup de téléphone, on m'annonce que... Oui, parce que j'ai effrayé cette grande famille Zerguine, parce que la finalité... j'ai découvert que c'était ma mère qui s'appelait Zerguine. Elle m'a, tout de même, du haut de ses 15 ans, m'a laissé son identité. Sinon, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait et aller à la rencontre de cette énorme famille de ce côté-ci. Et je reçois un coup de téléphone. Est-ce que c'était pour m'éloigner ou pour encore venir me traumatiser avec des histoires à... Bon, je suis devenu blindé à force. Et on m'annonce que une certaine, je ne dirais pas le prénom, qui porte le même nom, ce serait fait, parce que j'ai été conçu au lendemain de notre indépendance. Tout à 63, novembre 63. Novembre, ça nous fait remonter à mars 63, 6 mois, à quelques mois de notre indépendance. Et on sait ce qui s'est passé à cette période, avant et après, beaucoup de viols, beaucoup de... Bref. Et là, on m'annonce... Alors, vous êtes au volant de votre voiture, gentiment, avec un beau paysage en face de vous, un beau soleil, et on vous dit, cette jeune femme a été violée, la même période que la tienne, donc de ta conception, par un médecin juif évoluant à Oued-Znati. Alors gentiment, j'ai mis le clignotant à droite, je me suis rabattu sur le... Et c'était l'énorme douche froide qui venait encore. Eh oui. C'est-à-dire qu'à 45 ans ou à 46 ans, j'allais me retrouver fils d'un médecin juif de ce côté-ci. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que durant mon existence, il y a eu cette société, en mal peut-être de sensationnel, alors qui vous fabrique des histoires autour de votre personnage. Alors ça c'est extraordinaire. Voilà, comme si vous n'avez pas assez même si c'est pas dans le détail, voilà. Mais c'est allé très loin, votre histoire. Très très loin, oui, vous l'avez constaté.
C'est affolant. Même en France, d'ailleurs. En France, les services de renseignement français Oui, la DST, ont tourné autour de vous, vous pendant 7 ont ans. harcelé, avec ce goût du secret en vous disant, vous savez, d'un côté, vous disiez n'allez pas trop chercher loin, etc., ne fouillez pas trop, mais d'un autre côté, en vous disant, on peut vous dire qui est votre père, c'est un homme très très puissant, dire si vous voulez un peu presque travailler avec nous, on pourra vous donner des renseignements pour que vous puissiez faire un peu de chantage. De l'autre côté, vous avez eu des rencontres avec des personnes quand même importantes chez nous qui vous ont dit oui, on peut te dire cela, mais on peut pas te dire cela, etc. À un moment donné, il y a eu un cafouillage, vous expliquez ça très bien. Oui, dans votre tête, en disant attendez, doucement. Ça suffit, quoi. Oui, il y a une fatigue qui s'installe, il y a une énorme fatigue qui s'installe. On a essayé de vous utiliser par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était pas du côté de savoir qui était votre père, mais c'était votre père. Tout à fait. Ou à la limite, vis-à-vis de votre mère, vous avez eu plus de facilité, vous avez fait un long périple pour retrouver les origines maternelles, Tout à fait, oui. alors que votre père, il y a eu des barrières. Puis à un moment donné, il y a eu, on vous facilite les choses aussi. Oui, alors cette histoire de père, je ne suis jamais, et merci de me donner l'occasion de le redire, je ne me suis jamais intéressé à ce géniteur. Je ne suis jamais parti à la recherche de mon père. À l'âge de 20 ans, quand je suis rentré à Constantine, vous l'avez découvert dans mon modeste livre, je suis parti à la recherche de celle qui m'a mis au monde. C'est ça, oui. Voilà. C'est l'histoire de mon puissant géniteur qui est venu vers moi. Voilà. Du fait de la société. En fait, on vous a aiguillé. Alors que vous alliez à la recherche de vos origines maternelles, tout à fait. Puisque vous aviez quand même des éléments, tout d'un coup, des personnes sont venues pour, comme ça, tomber vous du dire, oui, mais tu sais, on pourra te dire des choses sur ton père. Hein. Tout à fait. Oh, dites, mais moi, on m'a tellement dit de choses que peut-être que... Quand je lis votre livre, je me dis, bon, c'est peut-être les fils d'Elvis Presley, peut-être que quelqu'un aurait dû... Excusez-moi d'être aussi direct, mais pratiquement, si demain les services secrets américains ne nous auraient pas appelé pour vous dire, vous savez, on peut vous dire que vous êtes le fils d'Elvis Presley. Quoi. Pourquoi pas parce qu'il y a eu des choses complètement folles. Absolument. Sur cette question précise, moi, ce qui m'a le plus fait de mal dans mon existence, dans celle de mes enfants, parce que ça déteint sur tout le monde, c'est ces fameuses convocations de parents en France par les services du contre-espionnage français. Ah oui, déjà, ça m'avait un peu traumatisé au début. Je me suis dit peut-être que c'est dû à la conjoncture sécuritaire, ils font leur travail. Mais c'était récurrent par la suite. Et c'était des convocations, des rencontres qui tournaient autour. Est-ce que vous allez bien? Vous voulez prendre un café? Ça va, vous évoluez bien? Un petit quart d'heure et on me laissait repartir. Et jusqu'à la fin, où je pose la question à ce monsieur que je commençais à connaître, qui me convoquait tous les 2 fois par an. Oui, un certain monsieur Durand. Oui. Enfin, c'est peut-être pas son vrai nom, on s'en fiche. C'est pas son vrai nom. Mais bon, Durand, comme on aurait dit Dupont. Hein. Comme Dupont. Ben et je lui dis, mais moi, je ne vais plus revenir à vos convocations, monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Je pense que c'est bon. Je suis fatigué. Passer dans la petite rue, la petite porte en fer, rue Basse-d'Ingré, je me souviens du nom de la rue, et me retrouver dans un bureau avec une énorme vitre, une salle d'audition, ils appellent ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez contre moi? J'ai un casier vierge, j'ai grandi chez vous, vous êtes peut-être les mieux placés pour parler de mon histoire et de mon périple. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous me voulez? Et là, il prend un document de son tiroir, il ne me le donne pas entre les mains, il me le montre. Une note DRG stipule que vous êtes le fils d'un puissant personnage. Ouais. Avant ça, c'était des rumeurs.
quand vous avez... Il y a même eu un couple étrange qui tournait autour de vous. Oui. Qui était... Dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Sur Alger. C'était pratiquement du James Bond. Quand on lit ça, c'était infernal pour moi. C'est complètement fou cette histoire. Et je pleure pas sur mon sort. Que vous avez appris. Mais c'était devant la Grande Poste. Moi, la dame elle me contacte via le réseau social Facebook. Oui, c'est ça. Et je me retrouve dans une histoire à dormir debout. Et ils se déplacent pour moi. Ils viennent à Alger. Oui. Moi, j'étais dans le débat de l'ADN à l'époque, avec la sortie de mon deuxième livre, Né sous X dans le monde arabo-musulman. J'étais à la chaîne 1, je faisais plein de conférences, le forum d'El Moujahid. Et à quelques jours du forum d'El Moujahid, on me contacte, on est sur Alger, on aimerait vous rencontrer. Je les invite à déjeuner. C'était un monsieur, un Français, d'un certain âge, retraité, d'un service occulte, encore. C'est dire, hein, c'est pour ça que j'ai qualifié le chapitre Fils de Lucifer sur Terre. C'est ça, oui. Parce que j'en avais marre. Oui, à un moment donné, vous dites, bon, j'aurais pu être je deviens schizophrène, moi aussi, je me donne le droit d'être schizophrène aussi, en restant lucide, mais bon, mettez-vous à ma place. Ils font le déplacement de France pour venir à ma rencontre, pour me dire que mon père était un immense... Mais vous savez la finalité de tout ça. Et ce que je peux dire sur tout ça, je pense que vous l'avez compris dans ce modeste ouvrage, et ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que l'intense élan que j'ai eu pour partir à la recherche de cette mère que j'ai tant voulu rencontrer et que j'ai rencontrée, il n'y a pas très longtemps, c'était pas de pouvoir dire enfin maman ou papa. Et à ce personnage puissant, si vous me donnez l'occasion, j'aimerais lui adresser un autre message. C'est que puissant qu'il est, du haut de sa tour d'ivoire, il n'a pas eu le courage de son fils. Moi, je suis sorti sur la place publique. Je suis sorti sur la place publique à visage découvert avec un nom bien complet que j'ai hérité et qui s'est avéré être celui de ma mère, un prénom complet, composé, et j'ai tendu la main dans mon militantisme à mes géniteurs en leur disant je suis là et je ne suis pas là dans une haine ou dans une démarche revancharde ou autre. Ou une demande express. Voilà. Donc, pour conclure hein, avec ces rumeurs et ces j'allais dire ces petites histoires dignes de c'est des tentatives de manipulation grossière. Instrumentalisées, peut-être, oui. Non, mais ce qui est très beau, Mohamed Chérif Zerguine, c'est que surtout, moi j'ai beaucoup aimé, enfin ça m'a beaucoup ému, c'est quand vous êtes allé à la recherche de vos sources, c'est-à-dire qui vous a amené jusque dans les Aurès, etc., et que vous découvriez enfin que, voilà, mon ancêtre, voilà. 1785, voilà son tombeau, son mausolée, je sais comment il s'appelle, je sais ce qu'il était. Tout à fait. Hein, c'était un très grand monsieur. C'était un qaïd, etc. et tout ça, et voilà les terres. Donc, pour moi, ça c'était plus important pour vous que tout le reste. C'est-à-dire, vous dites, ah ben voilà, et ce qui est très beau, c'est que vous dites à un moment donné, en fait, c'est marrant, parce que dès que je suis arrivé dans la région, c'est comme si mon âme et mon cœur reconnaissaient complètement quelque chose qui était inné en moi. Tout à fait. Ça ne pouvait être que là. Tout à fait. Hein, mes ancêtres ne pouvaient être que là. Que maintenant, on me dise ceci ou cela, ou que c'est pas le plus important. Ça, c'est important. Je sais que mes racines sont là, et que je viens de là. Absolument, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette appartenance, en fait, qui est là. J'appartiens à un ensemble. Je suis identitairement, j'ai retrouvé l'ensemble dans lequel je suis venu dans ce monde. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose par rapport à ce passage, c'est que j'ai été, même jusqu'à pendant 2 années, à faire énormément de démarches pour obtenir un... Vous avez vu le mausolée où est enterré Sétaïn? Tout à fait, oui, il y a une photo, oui, voilà. Absolument. Et j'ai fait les démarches nécessaires pour acquérir avec mes modestes moyens une parcelle de terre à quelques mètres de ce tombeau. J'y vais rarement, j'y vais pour me ressourcer, mais mon nom est inscrit là, au milieu de cette énorme famille. Et j'existe. Et peut-être, excusez-moi, mais nous allons, c'est notre destin, hein. Oui. Nous mortels, peut-être le désir un jour d'être
d'être enterré, vous, à côté de votre ancêtre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Absolument. C'est ce qui serait une chose merveilleuse. Vous voyez, c'était vraiment une quête plus que personnelle, j'allais dire. C'était vraiment... Alors, justement, de cette quête personnelle, ce qui était intéressant, c'est que via votre combat, en disant... moi, ça me gêne cette histoire de né sous X, comme si c'était des enfants qui est venus de ex nihilo. Hein. Moi, je suis né sous X, j'ai fait mes recherches, etc. C'est pas pour savoir exactement ma mère ou mon père, etc. Et tout ça, c'est pour bien montrer que j'appartiens bien à cette communauté. Et cette communauté est en même temps, je dirais presque territoriale, hein, et musulmane, et donc obligatoirement avec mes us, mes coutumes, mes traditions, ma culture. Et elle dit, moi ça me gêne cette histoire de né sous X, comme si c'était un enfant qui, je sais pas, il est ni ceci, ni cela, etc. Ben, il est né sous X, bon, pour des raisons multiples, hein, mais il est obligatoirement algérien, il est musulman. Hein, il a ses racines. Maintenant, qu'on ne sache pas exactement qui est son père ou qui est sa mère, mais importe peu. Et là, il y a une avancée absolument extraordinaire, quand même, dans les lois en Algérie. Mais c'est comme vous avez très bien souligné au début, l'islam n'a jamais qualifié l'enfant de né sous X ou d'enfant illégitime. J'ai combattu lors de mes conférences ces expressions péjoratives à l'endroit de cette population. Rien que pour vous dire que le concept des naissances sous X est né en 1932 par décret sous l'Empire colonial. Tout à fait, c'est français. Hein. L'ancêtre du bureau d'admission, c'est le fameux tour que vous avez évoqué tout à l'heure de Saint-Vincent de Paul. Absolument. Au XVIIe siècle. Et c'est pour ça que je dis, l'ignorance a installé des mécanismes hérités de différentes civilisations qui n'ont absolument rien à voir avec l'islam. Donc les naissances sous X ont de tout temps été prohibées par l'islam. L'enfant, j'allais dire, l'enfant seul, j'aime pas trop dire né sous X, est le fils adoptif de l'ensemble de la communauté musulmane d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le très long hadith de Ramidiyya, la Ramidite, à aucun moment le prophète lui a exhorté de mettre sous terre son enfant ou de le mettre sous X, bien au contraire. Il a voulu s'expier du péché en étant lapidé. Il lui a demandé de mettre au monde le bébé, de le sevrer et de l'insérer dans la société avant avant qu'elle ne soit elle-même punie de ses péchés. Sur sa demande. Sur sa demande, voilà, c'était un repentir. C'était un repentir. C'était un repentir, voilà. Et l'enfant a été recueilli par la communauté musulmane et c'était le gouverneur qui le prenait en charge. Je fais la chute sur l'actualité d'aujourd'hui, si vous me le permettez. Bien sûr. Moi, je félicite... c'est vraiment pas politique, hein, ce que je vais dire. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui est, je peux dire aujourd'hui, qui existe en Algérie. Et je suis fier d'avoir, ne serait-ce que contribué de quelques pourcents. Ah bah, votre combat associatif a été quand même. La Constitution d'aujourd'hui, adoptée hier, reconnaît et entérine la prise en charge totale de l'enfance abandonnée en Algérie. Et je suis l'homme le plus comblé dans ce combat. C'est-à-dire que je remercie le président de la République et l'ensemble des gens qui ont travaillé, qui ont laissé cet article, car ils étaient vraiment écartés depuis 1962. Là, aujourd'hui, je peux dire que tout enfant abandonné, sa prise en charge totale incombe à l'État. Bah, il faut pas oublier, énorme, voilà. mais c'est une formidable avance. C'est parce que dans les années après l'indépendance, j'entends, hein, on reprenait la terminologie de l'ex-pays colonisateur, la France, qui était que les enfants étaient SMP, sans nom patronymique. Et il reste malheureusement encore des enfants qui sont nés dans les années 63, 64, s'il n'y avait pas un des deux parents qui avait donné son nom, qui reste avec le nom de patronymique, SNP. C'est ce qui est fou. Oui, hein, alors que, bon, il est pupille de la nation, donc c'est l'État. Pupille de l'État.
pupille d'État. Oui. Et État dont la religion est l'islam, il ne peut pas être sans nom comme ça. Voilà, tout à fait. Il ne peut pas. Voilà, on peut l'appeler comme on veut. Et beaucoup ont pensé que, vous savez, quand j'ai commencé à faire quelques conférences de sensibilisation, 2008-2009, on m'a, dans les institutions qui sont chargées du dossier, on m'a fait part de la frilosité du religieux à l'endroit de ce dossier. Pas tous les religieux, heureusement. Absolument, parce que moi j'ai été accueilli par un recteur qui était quand même à la tête de la plus grande université des sciences islamiques. J'ai été reçu par Cheikh Bouamran, le professeur Cheikh Bouamran, président du Haut Conseil islamique, qui était favorable et qui me soutient jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ils m'ont énorme. Il est vrai qu'il y a des récalcitrants, mais dans toute société, vous allez trouver de la résistance pour divers intérêts, vous le savez. Ce que je peux dire, et je pense que je l'écris dans ce modeste texte, c'est qu'on m'a ouvert les bras, on a décrispé ne serait-ce que un petit bout de la frustration qui s'érigeait dans ce milieu qu'on qualifie souvent d'intégrisme. En 2011, justement, par rapport à cet aspect de la chose, il y a une personne qui était très remontée contre l'aîné sous X, et moi j'étais en haut de l'estrade, je faisais partie des conférenciers, et il n'arrêtait pas de pointer du doigt, donc, avec vraiment un discours très péjoratif et outrageant à la limite, et je lui ai posé une question que je reprends d'ailleurs dans le livre, et je lui dis, monsieur, avec tout le respect, professeur, parce qu'il était professeur, avec tout le respect que je peux vous devoir, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de nous insulter, de m'insulter. Moi, je vais vous poser une question et je vous demande de prendre tout le temps que vous voudrez pour y répondre. Et je lui balance. Vous avez en face de vous le fruit de l'horreur, le fruit d'un viol commis sur une jeune fille de 14 ans en 1963. Quel est son tort en tant qu'adolescente et quel est mon tort à moi en tant que nouveau-né? Dois-je payer Et tout était dit. Tout était dit. Et de là est parti... beaucoup de rencontres, beaucoup avec les religieux, avec les imams, avec les morshidettes, et on en parle et ça Non, avance. mais l'intérêt de la chose, bien sûr que le débat n'est pas clos, et c'est normal, hein, Ben oui. parce que même dans les pays européens qui ne sont pas d'obédience musulmane, qui sont d'obédience chrétienne, que ce soit catholique ou protestante, ce débat continue. Bien sûr, en France, ça fait pas très loin longtemps qu'il existe. En France, le concept d'aîné sous X est combattu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis en contact avec des associations. Ça n'a pas été comme ça décidé. Et puis l'avancée au niveau de notre législation, moi, quand on a ouvert le débat du recours au test ADN pour établir la filiation de l'enfant, entre guillemets, né hors mariage, recours qui est maintenant reconnu constitutionnellement. Mais c'est un texte qui existe depuis 2005. Absolument. Bien avant le début de mon combat, j'allais dire. L'article 40, alinéa 1... vous le citez, tout à fait. De l'amendement de février 2005 du Code de la famille stipule que pour établir la filiation, le juge peut recourir aux moyens scientifiques, et c'est extraordinaire. On a eu quelques avancées, on a gagné pas mal d'arrêts. Il y a beaucoup de juristes avec lesquels je suis en contact et à travers tout le territoire national qui arrachent des arrêts selon ce texte, et beaucoup d'enfants évoluent avec leur réelle filiation, et voilà, à l'image de ce qui se passe ailleurs. On est quand même... Et alors, voilà. J'aime bien, c'est parce qu'à un moment donné, dans Mohamed Cherif Zerguine, dans Cendre de larmes, c'est que vous dites, bon, test ADN, c'est quelque chose de très nouveau, il y a à peine quelques années, c'est scientifique, etc., et tout ça. Mais quand, à l'époque de l'islam, n'existait pas de test ADN, il y avait une autre méthode, mais je laisse découvrir, parce que c'est très beau. Hein. Mais parce qu'on m'a attaqué sur ce terrain, mais c'est très beau. Zerguine veut encourager l'illicité. Alors moi, je fais des recherches, belle, hein. Et je sors cette histoire de Pythonis, qui sont des physionomistes, et Omar ibn Khattab
paix à son âme, avait recours à ce genre de scientifiques, de savants de l'époque, pour établir la filiation. Ben oui. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Bukhari et Muslim, je veux dire. Tout à fait. Bon, alors il faut tout remettre en question. Ouais. Voilà. La question est posée. Alors si on avait recours à cela, aujourd'hui... Pourquoi l'ADN ne serait pas les tests favorable. ADN, c'est à peu près à 99%. Ben oui. C'est alors, évident. Pourquoi ne pas y recourir, C'est évident. En tout cas, vous posez la question. Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre deuxième partie, c'est-à-dire où il y a les courriers que vous adressez à différentes instances, vos interventions dans différentes instances, notamment en Tunisie, mais notamment au Parlement européen également, mais les différentes conférences que vous donnez ici, à Al-Mujahed, Al-Watan, etc., tout ça, des grands quotidiens. Des conférences que vous avez organisées à travers tout le territoire national, qui n'étaient pas faciles, hein, ça n'a pas toujours été oui, hein. vous le dites bien. C'est que vous dites, bon, ce sont des problèmes hein, auxquels nous devrions réfléchir. Je ne dis pas, moi, c'est ça, obligatoirement la solution. Mais je dis, ne pas y réfléchir, les éluder, c'est très grave. Parce que derrière, il y a des malheureux. Bien sûr, hein, des drames. Les chiffres, on les a pas, mais c'est à peu près entre 150 000 enfants abandonnés ou sans parents légitimes, etc. Vous dites, c'est pas possible. Il faut bien qu'on se penche sur cette question-là et ne pas dire juste non, on veut rien savoir, c'est comme ça, point barre. Vous dites, mais attendez, moi je pose juste la question en me disant, mais il faut bien en discuter de ce point-là. Oui. Il faut bien trouver une solution juridique, en s'appuyant effectivement sur la charia, en discuter calmement, mais on ne va pas laisser à l'abandon ces enfants, qui eux sont des innocents parfaits. Hein. Moi je donne ce que j'ai eu à endurer dans ma vie pendant des années et des années, surtout sur le plan psychologique. Psychologique surtout. Hein, pas matériel, heureusement, pas trop en tout cas. Mais malheureusement, 90% c'est sur le plan et physique et matériel. Et psychologique. Absolument. Hein. Et c'est ça, parce que cette cendre de larmes, c'est ce qui couve. Hein, on a l'impression que c'est des cendres, mais en réalité, dessous, il y a toujours ces tisons qui sont là et qui restent jusqu'à la fin pratiquement de la vie de cet enfant qui, quand il a été abandonné à l'âge d'1 an ou de 6 mois ou de 3 mois ou de quelques jours, etc., toute sa vie, il veut savoir, il veut que son statut soit reconnu en tant que Algérien. Comme dirait normal, sur le même pied d'égalité, et qu'on ne vienne pas lui dire oula, mais tu n'as pas de parents. C'est presque comme si on demandait dans un CV ah bon, tu n'as pas de parents, tu es orphelin. Ce qui m'a sidéré, c'est terrible quand même. Absolument, mais ce qui m'a sidéré, là, vous venez de décrire magistralement mon périple et mon souhait. C'est en 2012. Bon, en Tunisie, c'est l'UNICEF qui m'avait impliqué sur la constitutionnalisation de l'intérêt suprême de l'enfant. Et j'étais très heureux d'y contribuer aussi, parce qu'il y avait des juges conservateurs qui étaient réticents, et il fallait les décrisper. Ils ont eu l'idée de modestement m'inviter, et on est parti avec plusieurs conférences à l'endroit des magistrats qui étaient récalcitrants. Et au Parlement européen, paradoxalement, moi je n'étais pas parti pour critiquer l'Algérie au Parlement à Strasbourg. Je reçois une invitation d'une députée européenne qui se battait sur le terrain de la kafala, le mode de prise en charge reconnu par la Convention des droits de l'enfant de 1989. Parmi les 4 modes de prise en charge, l'adoption simple, la plénière, par institution et la kafala de droit musulman. Et là, elle me dit, il y a un énorme problème à l'étranger, notamment sur le terrain législatif, quand un couple évoluant en Europe veut adopter, recueillir un enfant du Maghreb, il rencontre la fameuse... Très bien. Donc je pars, j'étais content qu'on s'intéressait un peu à mes écrits et à mes études, et là je fais... mais vraiment dans mon... innocence, si vous me permettez, je me trouve à plaider pour la kafala de droit musulman dans l'hémicycle du Parlement européen en 2010.
c'était très important pour moi déjà. Et de là est venu... Bon, Badinter Oui. avait même introduit un projet de loi en France pour éradiquer ce problème, qui n'a pas été retenu par le Parlement français. Et cette députée européenne entre en contact avec Badinter, avec moi, et on essaie de faire un travail pour corriger un peu la convention de mai 93 de La Haye en matière d'adoption internationale. C'est ça, oui. Son article 1 vient d'un revers de main écarter tout mode de prise en charge de droits musulmans et bannir quelque part la communauté musulmane à travers... Et personne ne s'était intéressé à ça, à part Badinter. Et modestement, Zerguine au Parlement en 2010. Et je le dis dans ce texte, c'est-à-dire que moi, l'enfant pour moi n'a pas de couleur, n'a pas de... C'est l'innocence. C'est pour ça que je qualifie toujours ce fruit d'innocence. Et nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous sommes tous quelque part responsables. C'est pour ça que je parle de duplicité collective, larvée, culturellement. Parce que moi, quand on vient me stigmatiser avec le tas d'expressions péjoratives à l'endroit de cette population, et je me donne un peu le droit, comme je vous le disais tout à l'heure en coulisses, je me donne un peu le droit d'être en colère, et je balance cette phrase qui conclut la 4e de couverture de mon modeste livre, pas par hargne ou par haine, mais je balance cette phrase « Qui peut prétendre descendre d'une lignée sans faille ?» Et là, je vais sur le terrain du brassage génétique. On en a discuté tout à l'heure. Voilà. C'est la fin de l'émission. Merci mille fois. En tout cas, vos dernières paroles sont pleines d'espoir dans votre combat, que je suis sûr beaucoup de téléspectatrices, téléspectateurs suivront avec beaucoup d'attention et soutiendront. Et pour le mot de la fin, eh bien, il y a un très beau proverbe malien qui dit on n'est pas orphelin d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir. Et c'est ce que vous n'avez pas perdu. Non, pas du tout. Chérif Zerguine. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mohamed Chérif Zerguine, Cendre de l'âme, c'est paru aux éditions Célienne. Voilà. Merci mille fois encore d'avoir été avec nous pendant toute cette heure. Merci à toute l'équipe d'Expression Livre. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine littéraire hebdomadaire. Restez bien à regarder la suite des programmes de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Allez, à la semaine prochaine. Même jour, même heure, même punition. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Merci.